Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par RoseUp Association. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, RoseUp est une association de patientes atteintes qui accompagne, défend les droits et informe les femmes atteintes de cancer, et je précise bien de tout type de cancer et pas seulement de cancer du sein. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine que vous pouvez trouver gratuitement dans les hôpitaux et qui paraît 2 fois par an, mais également via notre site internet rose-up.fr sur lequel vous pouvez retrouver non seulement tous nos articles du magazine, mais également des contenus exclusifs. Donc, je vous invite à le consulter régulièrement. Donc, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Et nous vous accompagnons dans nos maisons RoseUp à Paris et à Bordeaux. Et pour celles qui n'habitent pas ces grandes villes, nous vous proposons également via ma maison RoseUp des ateliers et des webinaires en ligne comme aujourd'hui. Pour assurer toutes ces missions, nous avons besoin de vous, donc n'hésitez pas à adhérer à notre association. Voilà, pour 30 € par an, vous pourrez recevoir directement chez vous nos 2 magazines, vous aurez accès à nos maisons RoseUp et à des ateliers en ligne qui sont réservés exclusivement à nos adhérentes. Voilà, ceci étant dit, je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et rédactrice en chef du site internet de RoseUp. Aujourd'hui, je suis avec, je vais essayer de ne pas écorcher leur nom, Arnaud Bayle et Thomas Perblanc. C'est à peu près ça. Je vous laisserai vous C'est présenter. parfait. Voilà, pour un webinaire sur les essais cliniques. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions dessus, donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Du coup, messieurs, je vous laisse chacun vous présenter. Je vais démarrer, Thomas, si tu veux. Ouais. Donc, je m'appelle Thomas Peyreblanc, en effet. J'ai une formation d'ingénieur. Et ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie avant de me lancer dans cette aventure avec Arnaud et un troisième cofondateur qui était en école d'ingénieur avec moi et qui s'est spécialisé, lui, dans tout ce qui est analyse de données, intelligence artificielle. Et on y reviendra, mais ce qui nous est très utile pour l'aventure clinique. Voilà, avec Thomas, on a cofondé une plateforme numérique qui s'appelle Clinéo. Et pour ma part, je suis donc médecin, je suis oncologue médical à Gustave Roussy. Et c'est vraiment en étant dans un service qui était dédié aux essais cliniques, à la recherche clinique, que j'ai été finalement le premier à être confronté à la difficulté de trouver un essai clinique, parce que ça ne concerne pas que les patients. Les médecins aussi ont du mal à avoir un outil qui leur permet de trouver facilement un essai clinique. Et voilà, de cette expérience-là est née l'idée de créer Clinéo. On en reparlera, mais c'est vraiment voilà, le but de permettre à tous les patients d'accéder aux essais cliniques. Et donc là, le but aujourd'hui, je pense aussi, sera de répondre à vos questions sur les essais cliniques en général, parce qu'il y a vraiment un enjeu de comprendre pourquoi ça peut être intéressant pour les patients, comment ça fonctionne. Et donc voilà, je pense qu'avec Émilie, on va pouvoir répondre à vos questions sur ce sujet-là global des essais cliniques. À ce propos, si vous voulez poser vos questions pour celles qui nous suivent via Zoom, vous pouvez cliquer sur l'onglet Q&R en bas de votre écran. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous postez en commentaire et je regarderai de temps en temps et je transmettrai les questions. Alors, pour démarrer, on va commencer par une question de base. C'est qu'est-ce que c'est un essai clinique? D'accord. C'est important de bien clarifier tout ça dès le début. Donc, schématiquement, il faut imaginer que voilà, en médecine, dans la santé, il y a des chercheurs qui se posent des questions de recherche. On parlera après des différents types d'essais cliniques, mais schématiquement, il y a vraiment toujours une question de recherche. Et pour répondre à cette question, on met en place des études, qu'on appelle aussi des essais cliniques, qui permettent de répondre à cette question. Et finalement, tout ce qui est validé en médecine l'est toujours par rapport à des études cliniques, à des essais cliniques. Donc, par exemple, quand un nouveau médicament est approuvé et rentre sur le marché, c'est un médicament qui, auparavant, a bénéficié d'essais cliniques. Et donc, on verra les différents types d'essais cliniques. Mais voilà, schématiquement, c'est vraiment un protocole de recherche avec une étude. Et parfois, dans ces protocoles, il y a des patients qui sont inclus pour finalement répondre à cette question de recherche. Et c'est vraiment comme ça que la médecine avance et qu'elle est ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves et qu'elle permet vraiment d'avoir des indications pour nous en tant que médecins, notamment de est-ce qu'on doit traiter des patients de telle ou telle façon. C'est notamment un des enjeux de la recherche clinique. Très bien. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou tout a été dit? Non, mais je pense que on pourra revenir sur la définition d'un essai clinique, sur les différents types d'essais cliniques. Je peux poser la question à Thomas qui n'a pas pris la parole, si vous voulez compléter. Non, non. C'est vrai qu'Arnaud est expert du sujet. Donc... La partie, on a bien compris. Alors, justement, vous parliez du fait qu'il y a différentes phases d'essais cliniques. On entend souvent parler de phase 1, phase 2, phase 3, voire phase 4. À quoi correspondent ces différentes phases? Alors,
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses sur les phases. Avant même de rentrer dans les phases d'essais cliniques, je pense qu'on peut assez facilement distinguer deux types d'essais cliniques. Ceux qu'on qualifie de observationnels et ceux qu'on qualifie d'interventionnels. Donc, observationnel, ça va être des études dans lesquelles, finalement, ça va être peut-être l'analyse de bases de données qui permettent d'identifier des sous-groupes de patients, d'identifier des anomalies au niveau des patients qui peuvent ensuite orienter la recherche future et dans lequel il n'y a pas d'intervention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement qui est donné, il n'y a pas une chirurgie, il n'y a pas une radiothérapie. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas invasif, hein, il n'y a pas d'intervention. Et de l'autre côté, il y a les… Ouais. Notamment les études épidémiologiques, par exemple, qu'on a pu Exactement. voir pendant le Covid ou ce genre de… On peut prendre l'exemple du Covid, hein, qui je pense est intéressant. C'est que typiquement, si vous faites une étude sur tous les patients atteints d'un Covid en France à telle date, finalement, vous allez pouvoir analyser tel variant, voilà. Donc, c'est plutôt de l'épidémiologie. Donc là, c'est non interventionnel, c'est observationnel. Par contre, si vous faites une étude dans le Covid où vous testez, par exemple, un vaccin et vous allez tester un vaccin chez les patients qui essayent le vaccin, là, vous allez au contraire faire une intervention. Donc vraiment, voilà, je pense que schématiquement, il faut garder en tête qu'il y a deux types d'études, les observationnelles et les interventionnelles. Et puis au sein des interventionnels, finalement, quand on va avoir une intervention, ça peut être, et c'est le cas le plus fréquent, un médicament. Et ce médicament, en fait, il va passer par différentes phases pour finalement procéder à son approbation et à son évaluation. Et donc, avant d'être testé chez les patients, ce médicament, il est testé notamment dans le cadre de in vitro, donc dans le cadre de recherche avec des cellules, avec des modèles murins, etc. Et une fois donc ça c'est ce qu'on appelle la préclinique, et puis une fois qu'il rentre en clinique, on va le tester chez quelques patients, et ça c'est les premiers essais, donc c'est les essais de phase 1. L'intérêt de ces premiers essais, c'est vraiment d'étudier la dose et la toxicité, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver la bonne dose du médicament. Donc, c'est peu de patients. Et généralement, c'est des essais où tous les patients qui rentrent dans l'essai reçoivent le médicament. On reparlera après des bras de traitement, de groupes témoins, placebo. Là, généralement, en phase 1, tous les patients ont le médicament. Et ensuite, si on trouve qu'il y a une dose qui est bien tolérée et que la toxicité est acceptable, on passe aux essais de phase 2. Et dans les essais de phase 2, il y a un peu plus de patients. Et là, on essaye d'évaluer plutôt l'efficacité. On essaie de voir s'il y a des patients qui répondent au traitement, donc qui ont un bénéfice du traitement. Et puis, si jamais on voit qu'il y a une efficacité en phase 2, alors là, on va passer à la phase 3. C'est des essais de plus grande taille. Et généralement, c'est ces fameux essais où il peut y avoir une comparaison par rapport à un groupe témoin ou un groupe placebo. Donc, un groupe reçoit le traitement, un groupe ne le reçoit pas. Et on regarde si ça fait finalement mieux que les traitements existants ou que placebo s'il n'y a pas de traitement actuel. Et c'est comme ça qu'ensuite, on peut aller devant les autorités. Donc, en France, c'est la Haute Autorité de Santé, la HAS, pour faire un dossier pour le remboursement après avoir eu l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché. Donc, vraiment, schématiquement, c'est phase 1, phase 2, phase 3, c'est vraiment une question de maturité, hein. On a plus de données en phase 3 qu'en phase 1, mais on est obligé de passer par ces différentes étapes pour arriver à finalement avoir le remboursement pour un médicament. Et tous les médicaments qu'on a actuellement disponibles, qu'on peut prescrire en tant que médecin, ont auparavant été dans les essais cliniques de phase 1, 2 et 3. Et ça prend combien de temps? Parce qu'on voit souvent, en tout cas dans les médias généralistes, ils annoncent un traitement prometteur et finalement, quand on regarde un peu, ils en sont qu'au stade de la souris au mieux. Il peut se passer combien de temps entre les études précliniques et l'obtention du NAIMM ou en tout cas d'un accès pour les patients? Alors, la recherche clinique, ça prend du temps, hein, ça c'est évident. On parlait auparavant de plusieurs années, voire même d'une dizaine d'années, mais ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on a mis en place des mécanismes qui permettent d'accélérer la recherche clinique. Alors, il y a encore des retards dans les essais cliniques, on parlera de ça aussi au moment de Clinéo, mais il y a 85% des essais qui ont des retards. Donc, forcément, il y a quelque chose qu'on peut améliorer pour aussi faciliter la recherche. Et là, ça passe aussi par faire connaître les essais cliniques et accélérer l'inclusion des patients. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même un temps pour analyser les données. Il y a phase 1, phase 2, donc il y a des choses un peu séquentielles. Et ce qu'on a mis en place, et notamment en France, hein, c'est aussi d'arriver à avoir des accès précoces et donc ne pas forcément attendre la fin pour pouvoir déjà donner accès aux patients. Mais c'est sûr que certains médicaments ne sont accessibles pour les patients que dans le cadre d'essais cliniques. Et donc, c'est vrai que des médicaments qui sont maintenant accessibles étaient accessibles il y a 5 ans ou il y a 6 ans dans le cadre d'essais cliniques. Alors, on parlera aussi des bénéfices et des risques potentiels pour les patients, mais c'est un moyen d'accéder à l'innovation thérapeutique plus précocement parce que justement, ça prend du temps et que malheureusement, quand on a un cancer, on veut avoir le traitement au moment où on en a besoin. Et donc, un moyen d'y accéder, c'est les essais cliniques. D'accord.
Alors, on va peut-être plus se focaliser sur les essais de phase 3 parce que je pense que c'est ceux qui vont intéresser plutôt les personnes qui nous regardent actuellement. Donc, vous aviez commencé à parler du fait qu'on va comparer finalement ce nouveau traitement à ce qu'on appelle un groupe témoin. Il y a beaucoup de confusions qui sont faites souvent sur ce groupe témoin qu'on appelle un peu, de façon un peu, c'est un peu un abus de langage, on appelle ça un groupe aussi placebo, donc on a l'impression que c'est un groupe qui ne reçoit pas de traitement. Donc déjà, comment se fait cette attribution des patients dans un groupe ou dans un autre, et qu'est-ce que reçoit ce groupe témoin? Ouais, bah, tout à fait. Il y a effectivement énormément de confusion là-dessus. Donc, la première, voilà, la base, c'est de savoir qu'il y a une randomisation. Et cette randomisation, elle est aléatoire. C'est pour vraiment qu'on puisse avoir des groupes comparables qui reçoivent le traitement pour évaluer vraiment l'efficacité uniquement du traitement et pas d'autres facteurs de confusion ou d'autres facteurs qui pourraient poser problème dans la comparaison. Donc, cette randomisation, elle est aléatoire et ça, c'est uniquement dans les essais où il y a plusieurs bras de traitement. Dans les essais dont je parlais avant, phase 1 et certains des essais de phase 2, il n'y a qu'un seul bras de traitement. Donc, en fait, tous les patients reçoivent. Mais quand il y a plusieurs bras de traitement, effectivement, il y a une randomisation. Et dans les randomisations, effectivement, il ne faut pas confondre groupe témoin et groupe placebo. Tous les essais ont un ou plusieurs bras, mais il y a au moins un bras qui est le bras qu'on appelle témoin. Ce bras témoin, finalement, c'est le bras qui est le standard de traitement actuel. Si le standard de traitement actuel, par exemple, c'est une chimiothérapie ou c'est une immunothérapie, dans le groupe témoin, on va recevoir le traitement recommandé. Donc, quand il existe, le groupe témoin ne reçoit pas aucun traitement. Ce n'est pas un groupe placebo. Donc, ça, c'est bien à garder en tête. Oui, ça, il faut bien l'avoir en tête parce que souvent, les patients qui rentrent dans des essais cliniques ont très peur d'être dans le groupe témoin et de perdre des chances. Et ça, c'est très sécurisé. Pourquoi? Parce que pour avoir la validation d'un protocole, il faut passer par un comité d'éthique, comité de protection des personnes. Et donc, si un groupe n'est pas éthique, dans le sens où il y a une perte de chance pour les patients, l'essai n'est pas autorisé. Donc, à partir du moment où l'essai, et en France, on a vraiment une protection pour ça qui est vraiment à saluer, c'est vraiment, vous pouvez vous dire que si un essai est designé de cette façon, c'est qu'il est vraiment éthique par rapport au groupe témoin qui reçoit le traitement actuel, en tout cas dans l'état de l'art, ce qu'on appelle le gold standard. Et c'est vraiment important de garder ça en tête. Cependant, quand on est dans des essais cliniques, notamment pour des phases de traitement assez évoluées, donc des lignes de traitement un peu évoluées, il n'y a pas forcément un standard validé. Et à partir du moment où il n'y a pas un standard validé, on peut proposer un groupe placebo dans lequel le traitement n'est pas un traitement au sens propre. Par contre, il faut bien voir que quand il y a un groupe placebo, il y a des évaluations très rapprochées. Et donc, si le patient, on voit qu'il y a une différence, notamment avec le bras intervention, avec le bras où le traitement expérimental est testé, a vraiment un bénéfice, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Premièrement, il y a des possibilités de ce qu'on appelle le crossover, donc de pouvoir finalement démarrer dans le groupe placebo et si on voit qu'il y a une efficacité de passer, enfin qu'il n'y a pas d'efficacité de passer dans le groupe intervention. Donc ça, c'est aussi rassurant pour les patients et donc c'est des essais qui permettent finalement de faire bénéficier au bout de 1 ou 2 mois ou de 3 mois du traitement. Et l'autre chose, c'est aussi, il y a des essais qui s'arrêtent précocement, pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais au contraire parce qu'ils fonctionnent trop bien. Et donc là, on décide que voilà, on a une différence qui est déjà tellement importante entre les patients qui bénéficient ou pas du traitement que voilà, on sait que déjà ça fonctionne et donc on va arrêter l'été. On ne va pas inclure de nouveaux patients dans le groupe placebo et au contraire, on va leur donner le médicament. Donc on fait en sorte quand même de protéger les patients et quand on est suivi dans un essai clinique, on est très surveillé, on est suivi par une équipe avec beaucoup de règles. Donc souvent, on a quand même un suivi qui est très rapproché par l'équipe de soins. Alors justement, on peut peut-être en parler de ça parce que il y a beaucoup de patients qui ont envie de faire partie d'un essai clinique parce que voilà, ça peut leur apporter des nouvelles chances. Mais par contre, c'est une certaine contrainte quand même de faire partie d'un essai clinique. Vous parliez du suivi, des examens médicaux. C'est quoi, ça implique quoi pour un patient de faire partie d'un essai clinique? Alors, ça implique beaucoup de choses. En termes de contraintes, effectivement, un essai clinique, ça nécessite d'avoir vraiment un protocole. Et donc, ce protocole-là, il doit être respecté. Donc, ça signifie des visites à l'hôpital, ça signifie des prises de sang, ça signifie d'avoir vraiment un suivi avec des évaluations par scanner, un peu comme dans les traitements standards hors protocole. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment très précis. Et donc ça, c'est vrai que les services dans lesquels ces essais cliniques sont ouverts vont donner aux patients souvent un protocole qu'ils doivent respecter. Et donc, il y a une rigueur scientifique qui est nécessaire pour que aussi les résultats soient analysables et qu'il n'y ait pas de souci d'analyse.
Ensuite, avant de rentrer dans un protocole de recherche, il y a le consentement. Et donc, dans ce consentement, il y a une fiche d'information qu'on remet au patient dans laquelle on explique les différentes… Alors, chaque essai clinique est un peu différent, hein, donc on ne peut pas spécifiquement parler d'un, voilà, mais en général, on explique vraiment les règles spécifiques de l'essai clinique et on va faire en sorte de donner aux patients toutes les informations avant qu'ils rentrent dans l'essai. Et quand on donne son consentement, il faut aussi garder aussi en tête qu'on peut le retirer à tout moment, hein. Donc, il y a un consentement, il est donné à un instant T, mais on peut le retirer sans avoir besoin de se justifier. Et ça, je pense que c'est important de bien l'expliquer parce que participer à un essai clinique, il y a à la fois un bénéfice potentiel. Donc, on fait des essais cliniques parce qu'on pense que telle molécule ou tel médicament ou telle chirurgie peut donner un bénéfice au patient, mais il y a aussi des effets secondaires potentiels aussi. Et la tolérance, et voilà, on essaye d'évaluer les médicaments, donc on découvre des choses. Donc, il y a toujours ce rapport bénéfice-risque qu'on doit expliquer aux patients. Et donc, c'est vrai que les contraintes d'un essai clinique, voilà, quand on est par exemple dans un centre, on est déjà suivi dans le centre et l'essai clinique est ouvert dans son centre, c'est finalement plus simple que si on doit aller dans un autre centre. Mais c'est faisable, c'est possible, ça existe vraiment actuellement, hein. Moi, à Gustave Roussy, là où je travaillais, il y a énormément de patients qui sont adressés de la France entière et on met en place des choses pour que les patients puissent en bénéficier, même si l'essai n'est pas à côté de chez eux. Mais ça demande aussi, voilà, c'est forcément un choix du patient et le patient doit être d'accord avec ça. Et c'est vraiment très important d'avoir le consentement par rapport à ça. Oui, ça demande parfois une certaine logistique avec des déplacements si l'hôpital n'est pas près de chez soi. Donc, il faut aussi garder ça en tête quand Mais on, comme ce vous qu'il faut l'avez savoir, dit. c'est qu'il y a un remboursement, notamment des transports. Alors, chaque protocole est un peu différent aussi par rapport à ça, mais en très grande majorité, dans le cadre d'un essai clinique, en fait, on est remboursé par rapport au transport. Et donc, ça aussi, c'est important de le faire savoir pour les patients, pour aussi que ce soit pas, voilà, qu'il n'y ait pas une contrainte financière qui empêche un patient de participer. Parfois, il faut avancer les frais, on est remboursé ensuite. Voilà, donc, il y a quand même des choses à améliorer, hein, là-dessus, hein. Je pense qu'il y a des sujets sur l'amélioration de la prise en charge logistique, mais c'est vrai qu'il faut garder en tête aussi que voilà, dans la majorité des cas, il y a une prise en charge aussi financière pour les transports. Et j'en profite peut-être un peu pour cet aparté un peu sur la partie financière, mais c'est vrai qu'on peut parfois avoir en tête les essais cliniques qui sont sur volontaires sains. Donc ça, c'est des essais cliniques, notamment dans d'autres spécialités, comme, je ne sais pas moi, la cardiologie, etc., où là, les patients peuvent avoir… Alors, ce n'est pas une rémunération, c'est une compensation, mais en cancérologie, ce n'est uniquement ouvert qu'aux patients. Et il n'y a pas de on n'a pas de compensation financière. On participe à titre gratuit aux essais cliniques. Et en revanche, c'est uniquement pour les patients, il n'y a pas de volontaire sain. Je pense que c'est aussi une spécificité de la cancérologie qui est importante de rappeler. Ok, c'est très bien. Alors, il y a aussi une question de à quel moment on peut intégrer un essai clinique. Souvent, on a en tête que on ne peut intégrer qu'un essai clinique quand on a déjà testé un certain nombre de lignes de traitement, voir que notre maladie est avancée ou si on est en impasse de traitement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, le message à retenir, c'est qu'on peut intégrer un essai clinique à tout moment de son parcours de soins. Ça, c'est vraiment peut-être un mantra à garder à la fin en termes de key message, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y a des essais cliniques au stade localisé. Donc, quand on n'a, par exemple, pas encore été opéré, il y a des essais cliniques qui permettent de proposer un traitement en amont de la chirurgie, par exemple, ce qu'on appelle les essais néoadjuvants. Quand on a été opéré, il y a des essais cliniques qui sont des traitements adjuvants, donc qui permettent de proposer un traitement après la chirurgie. Et puis, au stade métastatique, on a des essais qui peuvent être en première ligne de traitement, donc avant même d'avoir reçu tout traitement pour le traitement du cancer métastatique, mais aussi en deuxième ligne, troisième ligne. Alors, bien sûr, ce que vous dites est vrai, hein, c'est qu'on a souvent l'idée d'un essai clinique quand on a déjà fait tous les traitements standards, et on se dit, voilà, c'est une option, il y a peut-être encore une option thérapeutique, et donc c'est vrai, hein, et c'est quand même quelque chose qui actuellement est encore une fois le réflexe, hein, pour les médecins, c'est de dire, quand j'ai fait tous les traitements standards, est-ce qu'il y a un essai clinique pour mon patient ? Mais il faut bien imaginer que les traitements qui fonctionnent en troisième, en quatrième ligne, etc., peuvent aussi fonctionner en deuxième, en première ligne. Et puis, voilà, on a des traitements en première ligne, mais tous ne sont pas parfaits. Et donc, on peut avoir un nouveau traitement ou alors peut-être des combinaisons de traitements. Et ça aussi, c'est ce qu'on voit aussi. C'est par exemple des essais qui vont tester, au lieu de faire uniquement l'immunothérapie ou uniquement la thérapie ciblée, on peut faire immunothérapie plus thérapie ciblée. Donc, on teste des nouvelles stratégies en permanence. Et donc, en fait, on peut avoir des essais cliniques à n'importe quel moment. La seule chose peut-être importante à retenir, c'est quand même que quand un traitement fonctionne, on ne l'arrête pas pour faire un nouveau traitement ou un essai clinique. Donc, le moment qui est opportun, c'est plutôt quand un traitement ne fonctionne plus ou alors quand on n'a pas encore reçu de traitement
de rentrer dans un essai clinique. Par contre, pendant le traitement, et s'il fonctionne, on a tendance à vouloir le garder le plus longtemps possible. Donc là, il y a toute la discussion à avoir avec son oncologue et le lien entre le patient et son oncologue pour discuter, savoir si c'est pertinent pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait, et ça encore une fois, c'est un travail dans les années à venir, il faudrait penser aux essais cliniques dès le diagnostic. Et j'irai même plus loin. Il y a des essais cliniques actuellement sur la prévention où on va peut-être pouvoir proposer des traitements ou des stratégies de surveillance à des patientes qui ont des mutations, par exemple, prédisposant au cancer. Donc, plus on va avancer, plus probablement les essais cliniques vont être très précocement proposés parce qu'il y a un enjeu de prendre le plus tôt possible le cancer en charge. Alors, tout le monde ne peut quand même pas intégrer un essai clinique. Il y a ce qu'on appelle des critères d'éligibilité. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu considéré comme quelque chose d'injuste quand on est un patient, qu'on voit qu'il y a un nouvel essai clinique qui recrute des patients et qu'on nous oppose le fait qu'on ne correspond pas à ces critères d'éligibilité. Alors déjà, si on peut donner déjà quelques exemples que ça parle un peu plus aux personnes qui nous suivent de critères d'éligibilité et ça sert à quoi d'exclure certains patients? Alors, ces fameux critères d'éligibilité, hein, c'est ce qu'on appelle les critères d'inclusion ou d'exclusion. Et en fait, on en revient un petit peu sur voilà, comment est-ce qu'on fait un protocole qui est avec une rigueur scientifique, comment on arrive à comparer un petit peu les traitements, les protocoles entre eux aussi. Et c'est vrai que, par exemple, pour donner des exemples, hein, si vous avez un médicament qui est pour les patients au stade métastatique, on va exclure les patients qui sont au stade localisé. Donc, c'est aussi pour avoir des groupes de patients homogènes et pour pouvoir voir, en fait, la différence, elle ne sera pas liée au stade 1, par exemple, ou au stade 4, elle sera liée vraiment au médicament. Donc, ça, c'est un des exemples. Après, il y a d'autres exemples sur la toxicité. Si vous avez un médicament où on a, par exemple, une suspicion qui peut être toxique pour des gens qui ont des problèmes cardiaques, si vous avez une échographie qui est avec des anomalies, on ne va pas inclure les patients qui ont une anomalie cardiaque. Donc, voilà un peu les exemples. Il y a aussi ça sur les prises de sang. Si, par exemple, on pense que le traitement peut faire baisser l'hémoglobine, si vous avez un taux d'hémoglobine trop faible, on ne va pas vous proposer l'essai. Donc, c'est vrai qu'il faut respecter tous ces critères. Et ça, c'est aussi un enjeu parce que ce n'est pas facile, il y en a beaucoup. Et donc, ça fait partie aussi, on parlera de ça par rapport à notre plateforme, mais on essaye, nous, d'améliorer ça, d'automatiser, de mieux matcher les patients avec les essais cliniques parce que c'est dur, même pour un médecin, de regarder tous les critères de tous les essais et ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et donc, ça complexifie la recherche d'un essai clinique. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas injuste, c'est qu'on a vraiment des essais qui sont designés pour ça. Après, alors, certains critères peuvent être changés, modifiés, ce qu'on appelle les amendements. Donc, ce n'est pas forcément figé, hein, ça peut évoluer. Mais c'est vrai que ça reste quand même le garant d'avoir vraiment un protocole qui est analysable ensuite et qui peut donner des résultats qu'on peut publier et qu'on peut prendre en compte pour changer les pratiques. Ok. Et vous parliez de l'évolution au cours de l'essai clinique. Il y a un autre point qui avait été soulevé par certaines des femmes qu'on suit et qui ont pu bénéficier d'un essai clinique, c'est qu'on peut aussi en être sorti. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été inclus dans un essai clinique qu'on ira forcément au bout. Alors ça, pareil, ça peut être assez mal vécu. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un patient soit sorti, entre guillemets, d'un essai clinique? Alors, il y a deux grands cas de figure. Hein. Le premier, c'est le cas de figure où le traitement n'est pas efficace. Quand on rentre dans un essai clinique, on évalue l'efficacité du traitement. Si à la première évaluation, on voit que le traitement fonctionne bien, on va continuer. Mais si à la deuxième, à la troisième, un peu comme les traitements standards actuellement, hein, les chimiothérapies, les hormonothérapies, quand on voit que malheureusement la maladie reprogresse, le patient, on ne va pas continuer un traitement qui ne fonctionne pas, donc on va lui notifier, entre guillemets, qu'il doit sortir du protocole, mais ce n'est pas pour le laisser forcément sur le côté, hein, bien sûr. Il devient ce patient quand on lui dit… Dans ce cas-là, il est à nouveau pris en charge par l'oncologue qui le suivait initialement. Alors, parfois, c'est le même oncologue qui faisait l'essai clinique, donc c'est lui qui continue le suivi. Mais si, par exemple, le patient a été adressé dans un centre où l'essai clinique était ouvert, si l'essai clinique s'arrête, on va ensuite dire au patient et on va informer l'oncologue référent que le patient progresse et qu'il faut lui proposer un nouveau traitement. Et donc, le patient va reprendre un traitement standard, en sachant que le patient peut participer à plusieurs essais cliniques. Voilà, on ne peut pas en même temps faire plusieurs essais cliniques, donc on en fait un à la fois, mais on peut par exemple faire un essai clinique, refaire un traitement standard et puis ensuite refaire un essai clinique. Donc c'est aussi possible de refaire un essai clinique, mais pas le même et forcément c'est de façon séquentielle. Et l'autre cas de figure dans lequel on peut sortir de l'essai clinique, c'est par exemple même s'il fonctionne bien le traitement, s'il est trop toxique.
Le but aussi, c'est de ne pas… alors, il y a des toxicités qui sont acceptables, hein, il y a des médicaments qu'on peut mettre en place aussi ou des soins de support qu'on peut mettre pour tolérer la toxicité. Mais si on voit que la toxicité est trop importante, le rapport bénéfice-risque est parfois en faveur du fait de dire il vaut mieux arrêter le traitement et passer à un autre parce que là, il y a trop de toxicité. C'est comme quand on a des chimiothérapies qu'on arrête parce qu'au bout de plusieurs cures, on a une toxicité qui peut être cumulative. Donc, c'est les deux grands cas de figure. Et le troisième, voilà, c'est à garder quand même en tête, c'est le fameux cas où un patient décide d'arrêter le protocole. Hein. Il peut arrêter de lui-même, mais ce n'était pas tout à fait la question. Là c'était plutôt dans quel cas on lui dit c'est fini, le protocole ne fonctionne plus ou alors il est trop toxique. D'accord. Alors, il y a Pauline qui nous demande si les patients qui sont suivis dans le centre qui propose l'essai clinique sont prioritaires sur les patients qui viendraient de l'extérieur, d'un autre centre. Alors, ils ne sont pas prioritaires hein, sur le papier. Il n'y a pas de raison qu'ils soient prioritaires. La seule chose, et ça c'est aussi un des combats qu'on mène nous avec aussi les associations de patientes comme le collectif des Triplettes Roses, avec qui on a lancé la première plateforme sur le cancer du sein triple négatif, mais voilà, on continue ce combat-là avec mon réseau cancer du sein, etc. C'est de se dire que on a plus de chances d'être inclus dans un essai clinique quand on est suivi déjà dans le centre où l'essai est ouvert, parce que les gens connaissent l'essai, parce qu'ils sont au courant, hein, parce que juste ils ont l'information que ça existe, que lorsqu'on est suivi dans un centre plus périphérique ou dans un autre centre qui n'est pas, où l'essai n'est pas ouvert. Et donc, en fait, nous, on se bat pour vraiment qu'on puisse finalement casser ces barrières géographiques et faire en sorte que tout patient puisse y accéder. Mais il y a un vrai enjeu d'information. Et voilà, l'essai clinique, il faut imaginer que ça change très vite, ça ouvre, ça ferme, qu'il y en a de plus en plus et que voilà, le temps médical est très restreint et que c'est même quasiment impossible de connaître tout par cœur. Et donc, vraiment, nous, c'est un des combats qu'on mène avec les patients. Et je pense que les patients ont un grand rôle à jouer là-dedans parce qu'à partir du moment où on a commencé à parler avec les Triplettes Roses, avec mon réseau cancer du sein, quand on n'est pas au courant, on ne peut pas en parler avec son oncologue, on ne peut pas déclencher cette recherche. Donc, nous, le but, c'est de donner à la fois, donc il y a une interface médecin, mais il y a aussi une interface patient pour justement que les patients puissent devenir acteurs de la recherche d'essais cliniques et puissent en discuter avec leur médecin. Mais Thomas en reparlera aussi après. Oui, et puis c'est très cohérent avec ce que fait RoseUp aussi. L'idée, c'est de donner, j'aime pas ce terme anglais, mais c'est l'empowerment, donner le pouvoir aux patients de aussi faire bouger les choses. Il y a NK qui nous fait la remarque très juste que maintenant, avec les thérapies ciblées, l'immunothérapie, on travaille sur des populations de patients très restreintes finalement qui présentent certaines mutations ou certains marqueurs à la surface des cellules tumorales ou des cellules du système immunitaire qui ont infiltré la tumeur. Est-ce que du coup, ça devient plus compliqué d'atteindre le nombre nécessaire de patients pour commencer et valider l'essai clinique? Ça, c'est aussi une des contraintes qui se surajoutent. Oui, tout à fait. Il y a deux enjeux majeurs, je pense. Le premier, c'est effectivement d'avoir des complexités dans les inclusions de plus en plus importantes. Quand on avait à l'époque des protocoles qui étaient pour tous les cancers du sein, ce n'est pas la même chose que maintenant d'avoir des protocoles pour les patientes HER2 ou triple négatif ou HER2 low avec telle ou telle caractéristique. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça que voilà, il y a besoin de nouvelles solutions un peu numériques pour aider, faciliter, parce que voilà, à l'époque du papier, etc., c'était faisable, ça ne l'est plus maintenant à l'heure actuelle avec la complexité. Et l'autre aspect, c'est, voilà, on parlait des essais qui ont des retards de recrutement, 85%, des essais qui échouent faute de recrutement, 20%. Si on fait tout ça, donc déjà, ça a un coût, ces essais coûtent de l'argent et ce n'est pas de l'argent qui est utilisé pour d'autres recherches potentiellement. Et surtout, ça veut dire qu'on a des essais qui n'atteignent pas leur objectif et qui ne permettent pas de répondre à la question. Et donc, potentiellement, ça peut être aussi des médicaments qui ne vont pas être disponibles pour les patients. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cet enjeu-là d'avoir vraiment un recrutement plus rapide et des essais qui soient designés pour ça. Alors après, on ne rentrera pas dans le débat de l'évaluation par la HAS, etc., sur ces essais-là qui ne sont pas forcément comparatifs, etc. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est quand on a de mieux en mieux caractérisé les cancers, les tumeurs, on a envie aussi de proposer aux patients des traitements de plus en plus ciblés. Et donc, si ces traitements, par exemple, quand on a tel ou tel biomarqueur, sont disponibles en essai clinique, entre le traitement standard, qui est peut-être une chimiothérapie un peu standard, et un traitement ciblé, on aura envie de nous proposer aussi ça en tant que médecin parce qu'on veut personnaliser. Et donc, l'avenir, c'est dans les années à venir d'être encore plus dans un traitement personnalisé. C'est-à-dire que vraiment, on recevra ce traitement-là parce qu'on a telle anomalie moléculaire ou tel marqueur de l'immunité, etc. Et c'est vraiment aussi pour ça que les traitements actuels fonctionnent sur une partie des populations. Plus on avance, plus on fait des études, plus on comprend chez qui ça va être bénéfique et plus on va pouvoir cibler les traitements.
Donc, d'où aussi l'intérêt de faire connaître ces essais cliniques pour qu'ils puissent inclure un maximum de patients et qu'ils atteignent le seuil critique, on va dire. Et petit Est-ce point qu'on... juste peut-être plus voilà, global, mais c'est que la France a mis en place une nouvelle stratégie d'innovation, le plan centré notamment 2030, dans lequel on veut faire de la France un leader de la recherche clinique. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? C'est aussi pour avoir des essais cliniques ouverts en France qui permettent aux patientes françaises de bénéficier d'emblée ou aux patients des essais cliniques et des médicaments, parce que sinon, ça va être des essais qui peuvent être ouverts dans d'autres pays, mais on n'aura que les résultats dans plusieurs années, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, si le médicament est validé, il ne le sera que plus tard. Donc, il y a aussi tout un enjeu d'attractivité de la France pour que la France puisse vraiment permettre d'offrir toutes les ressources thérapeutiques qui existent pour les patients. Oui, bah c'est en effet un sujet que je voulais aborder un peu plus tard, mais parlons-en maintenant. Ces essais cliniques, maintenant, c'est vraiment des essais cliniques internationaux. Il y a des centres un peu partout dans le monde. La France se place bien actuellement, ou est-ce qu'il y a des freins qui font que les patients français, c'est un peu plus compliqué de mettre en place des essais cliniques en France? Alors, on peut toujours s'améliorer. Donc, il y a plusieurs rapports qui donnent les chiffres sur le nombre d'inclusions en France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs étapes pour la mise en place d'un essai clinique. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des freins réglementaires. Parfois, le fait d'avoir des délais trop importants pour que l'essai soit approuvé. Bien sûr, ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment une sécurité sur les essais qui sont ouverts en France, mais il faut aussi que ce soit assez rapide pour que il n'y ait pas de renoncement et que les essais soient ouverts en France. Donc, ça, c'est peut-être des choses plus au niveau de la NSM, de l'Agence du médicament, etc. Nous, par exemple, la partie qu'on essaie de solutionner, c'est vraiment le fait que, une fois qu'ils sont ouverts, est-ce qu'on les connaît et est-ce que les patients peuvent y accéder? Et donc, c'est aussi de se dire que, un chiffre important aussi à retenir, c'est qu'il y a moins de 5% des patients en cancérologie qui sont inclus dans un essai clinique. Et donc, il y a d'autres études qui montrent que 70% seraient prêts à y participer. Donc, il y a vraiment un décalage entre le nombre de patients réellement inclus et le nombre de patients qui voudraient y participer. Et pourquoi? Parce que les essais sont souvent ouverts dans ces grands centres un peu experts, mais quand on est suivi ailleurs, par exemple, on est à Paris, mais on est suivi à Chartres, au Mans, on n'a pas forcément la connaissance de cet essai-là. Donc, on peut améliorer, faciliter ce recrutement. Et donc, voilà un peu des pistes. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire pour que la France continue à s'améliorer et soit vraiment un leader dans la recherche clinique. Donc, on va revenir un peu là sur le déroulé des essais cliniques. Donc, on l'a dit un peu tout à l'heure qu'on peut intégrer un essai clinique avant même d'avoir commencé des traitements, quand on a déjà fait un certain nombre de lignes de traitement. Pourtant, on a l'impression, notamment à l'issue des grands congrès de cancérologie de l'ESMO ou de l'ASCO, que les nouveaux traitements sont d'abord testés sur des phases avancées de la maladie, voire des phases métastatiques. C'est une vue de l'esprit ou c'est vrai? Et si c'est le cas, pourquoi on teste d'abord sur des pathologies avancées? Ouais. Non, c'est quand même généralement le cas. Alors, je ne parle pas de la chirurgie ou la radiothérapie, si on se concentre uniquement sur les médicaments. En fait, pourquoi? Parce que si vous avez des médicaments qui sont déjà validés avec des effets importants, ça va être quand même, en termes d'éthique, c'est compliqué de proposer un nouveau médicament dont on ne connaît rien, par exemple en phase 1. Et donc, typiquement, les phases 1 vont plutôt être pour les patients qui ont déjà reçu les traitements standards. Mais comme je disais, c'est ensuite, en phase 2, en phase 3, on va remonter un petit peu les lignes de traitement. Et donc, ces traitements sont souvent proposés à des patients qui vont ensuite être plutôt en première ligne, en deuxième ligne. Donc voilà, au début, on va dire que les phases 1 sont plutôt pour les patients qui ont déjà reçu les traitements standards parce que c'est aussi une question d'éthique. Mais ensuite, on va remonter. Par contre, dans certains cancers où il n'y a pas du tout de traitement standard, il y a vraiment des médicaments qui peuvent être proposés d'emblée en première ligne parce que malheureusement, le traitement standard actuel, il n'est vraiment pas satisfaisant. Donc, c'est vraiment un peu au cas par cas, par différents types de cancers. Dans le cancer du sein, par exemple, triple négatif, dont on sait que le pronostic est souvent plus difficile, on a vu des traitements proposés beaucoup plus tôt parce que on n'avait pas autant de traitements que dans les traitements anti-HER2 ou hormonodépendants. Donc, encore une fois, c'est vraiment spécifique au cas par cas. C'est plutôt une tendance, effectivement, d'être prudent au début et de tester les médicaments chez les patients qui ont déjà reçu le traitement. Mais voilà, comme je disais, ça peut être aussi des traitements au stade localisé dès le début. Enfin, on avance un peu de façon plus précoce quand même. Ça dépend de ce qui est disponible à ce moment-là en fonction Exactement. C'est l'état de l'art de la science et des traitements. Alors, il y a une personne dont je n'ai pas le prénom qui nous suit sur Zoom qui demande si le fait de refuser un protocole peut être mal vu. Non, non, pas du tout. Pour le coup, je pense que, alors après, je ne connais pas tout le cas Alors, je pense qu'il y particulier.
pense qu'elle en a fait l'expérience parce qu'elle précise quand même que ça a l'air d'être indiqué dans le compte-rendu de consultation et que du coup, ça nous suit un peu comme un Bah, casier judiciaire. non, mais du coup, alors moi, je vais être, voilà, c'est aussi ma conviction, hein, mais c'est que voilà, le principe du consentement, c'est vraiment qu'il soit libre, éclairé. Donc, éclairé parce qu'on donne une fiche d'information, on donne les informations et on répond aux questions du patient, et libre parce que on ne peut pas obliger un patient à participer. Nous, par exemple, donc là, dans le service dans lequel je travaille avec Gustave Roussy, on reçoit des patients qui, après avoir voilà, lu le protocole, demandent un délai de réflexion, réfléchissent, nous disent parfois non parce que pour certaines raisons personnelles, mais en aucun cas on ne juge les patients et pour le coup, vraiment, ça doit vraiment être neutre. Et si ça n'est pas le cas, je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas être, avoir lieu. Hein. Vraiment, le patient doit être libre de choisir. Et encore une fois, même quand il est accepté, c'est pas irréversible du tout. Hein. Il peut retirer son consentement. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment que ce soit très clair et que ce soit vraiment accepté, quoi. Mhm. Oui, le patient a quand même des droits, même même s'il est inclus ou pas, il peut choisir de se retirer quand il veut. Donc, mais ça, c'est important de le rappeler parce que pour avoir pris quelques témoignages, certaines fois, les personnes se sentent un peu coupables de refuser parce qu'ils pensent que c'est une chance de pouvoir obtenir un essai clinique et se sentent plus ou moins obligés d'y aller. Donc, c'est important d'avoir ce délai de réflexion, d'avoir toutes les informations en tête et de faire de façon éclairée. Il y a Enke qui en parlant de ces essais, enfin de ces médecines, de ces traitements qui deviennent de plus en plus personnalisés, qui dépendent de la présence de certains marqueurs, de certaines mutations. Enke demande pourquoi on n'automatise pas la recherche de mutations. En gros, voilà, on sait qu'on a telle mutation, donc on peut aller vers tel ou tel essai clinique ou avoir tel ou tel traitement. On en est loin de ça encore ou... Non, non, mais c'est aligné avec un autre sujet qui m'est cher, c'est l'accès au séquençage. Hein. Donc, il y a l'accès aux essais cliniques, l'accès au séquençage. Et comme le séquençage permet d'aboutir à potentiellement des essais cliniques qu'on appelle de médecine de précision, qui sont liés à un biomarqueur, il y a un vrai enjeu d'améliorer cet accès. Donc, par exemple, nous, sur la plateforme, hein, on recense aussi les essais de profilage moléculaire. Donc, c'est des essais dans lesquels on peut bénéficier d'un profilage moléculaire. Après, il y a d'autres façons d'accéder au séquençage. Hein. On peut avoir des panels NGS, donc des panels de gènes avec des séquençages qui sont financés dans le cadre d'un financement spécifique qui peuvent être proposés aux patients. Il y a aussi un plan qui a été lancé en France, s'appelle le plan France Médecine Génomique 2025, dans lequel il y a aussi des séquençages plus larges, on va dire, encore une fois, de presque tout le génome pour les patients. Donc, il y a plusieurs voies d'accès au séquençage, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une des façons d'accéder au séquençage, c'est déjà de faire un essai dans lequel il y a un profilage moléculaire, un séquençage. Et donc, c'est un moyen d'y accéder. Puis ensuite, s'il y a un résultat qui est positif avec une anomalie, on pourra peut-être proposer un essai thérapeutique par la suite. Donc, finalement, c'est aussi l'enjeu d'arriver à proposer à tous les patients un séquençage. Et je reviens aux mêmes problématiques que le cancer, que l'essai clinique avec le centre expert. C'est peut-être qu'actuellement, et c'est, je pense aussi le cas, hein, on a moins de chances d'avoir un séquençage génétique dans certains endroits par rapport à d'autres. Et donc, ça veut dire que pour avoir une équité d'accès aux essais cliniques, il faut aussi avoir une équité d'accès au séquençage. Et donc, voilà, donc la plateforme nous recense aussi ces essais-là. Et je pense que c'est très important parce que voilà, c'est quelque chose qui est très vertueux. Hein. Pour les patients, ça leur donne potentiellement une piste supplémentaire avec un biomarqueur qui peut être ciblé par un traitement. Et pour la science aussi, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des données génomiques sur les types de cancers et de peut-être demain avoir une nouvelle cible qui va être découverte. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça peut avancer. Et c'est comme ça que ça a déjà avancé, notamment dans le cancer du sein, mais aussi du poumon, par exemple. Là, on fait des caractérisations moléculaires de plus en plus précises et on va proposer un traitement vraiment spécifique de cette anomalie, alors qu'il y a quelques années, on proposait un traitement plus standard sans spécificité. Alors, juste une précision, on ne fait pas de profilage moléculaire uniquement dans le cadre d'essais cliniques. Il y a certains cancers, on sait très bien que la présence de telle ou telle mutation peut donner accès à telle thérapie ciblée. Donc, c'est fait aussi de façon standard dans certains contextes, de façon Après, hors essais cliniques, j'entends. exactement. Après, la difficulté parfois, c'est que dans le standard, il y a peut-être que quelques gènes qui vont être testés, alors que des essais vont peut-être tester des panels plus larges, d'une centaine, 200 gènes. Donc, c'est toujours une question effectivement aussi de financement, hein, d'accès. Mais voilà, il y a des tests assez rapides qui peuvent permettre de tester une ou deux mutations qui sont connues et qui sont, voilà, dans le cadre du cancer du sein, par exemple, toute patiente doit avoir le statut HER2 ou le statut RH+, parce que c'est indispensable pour la prise en charge. Et voilà, c'est vraiment important. Par contre, on peut élargir et trouver des mutations de BRCA, de PI3K, etc.
Donc, c'est un but aussi de se dire qu'il faut qu'il y ait un minimum, c'est évident pour tout le monde, et plus on pourra proposer un panel plus large pour les autres patients, plus potentiellement il y aura des essais cliniques ou des médicaments qui sont déjà approuvés à leur proposer. Ok. Donc, vous le disiez hein, tout à l'heure, si on reprend les chiffres, c'est assez effrayant. 20% des essais cliniques ne peuvent pas être poursuivis parce qu'on n'a pas assez de patients, on n'arrive pas à recruter assez de patients. Moins de 5% des patients atteints de cancer participent à un essai clinique. Donc, vous avez déjà, tout au long du webinaire, commencé à expliquer un peu toutes ces raisons. Donc, il y a la connaissance même de ces essais cliniques. Il y a vous venez de le dire, l'accès au profilage. Donc, vous disiez quand vous vous êtes présenté que vous avez découvert un peu ça quand vous êtes dans votre service. Et du coup, comment on peut pallier ça? Vous allez nous présenter votre solution Clinéo. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le constat, comment on peut l'améliorer et ce que vous avez mis en place? Ça va faire le lien avec Thomas, peut-être qu'il va pouvoir expliquer ça. Mais c'est vrai que moi, j'avais la vision médicale, hein, j'avais un vrai enjeu voilà, où j'étais confronté à la difficulté de pouvoir trouver en temps réel les essais cliniques ouverts pour mes patients, déjà dans mon centre, mais aussi dans les autres centres autour. Et en plus, moi, je travaillais dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qui s'appelle la RCP moléculaire, dans laquelle on avait des séquençages, des résultats, et pareil, la difficulté de trouver un essai clinique par rapport à ces résultats-là. Et donc, voilà, on a eu beaucoup de systèmes assez manuels, des fichiers Excel, etc. Et je pensais qu'il y avait quelque chose de mieux à faire. Et aussi pour C'est ce qui paraît un peu assez aberrant, actuellement on a tous des applis sur notre téléphone, là, tout le monde entier est connecté. Il n'existe pas actuellement de base de données qui référence les essais cliniques. Alors, il y a des bases publiques, mais qui sont plutôt des registres et qui présentent le problème de la mise à jour parce que ça change très très vite. Et donc, en fait, on en revient là, c'est la transition parfaite pour Thomas, mais moi, j'avais la solution un peu médicale, on va dire, et il y avait besoin d'une solution aussi technologique. Et d'où l'association avec 2 ingénieurs parce que voilà, on est vraiment parti du constat qu'il y avait vraiment une solution à trouver. Et donc là, c'est Thomas, si tu veux expliquer un peu comment. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, Émilie, vous avez raison. C'est étonnant de dire que ça n'existe pas déjà. Alors, il y a quand même des bases internationales qui existent. Il y a des registres surtout. Donc, clinicaltrial.gov aux États-Unis. En France, on a l'INCA qui est un site également. En Europe aussi. Donc, c'est vraiment des registres avec les essais qui sont listés. Le problème, en fait, technique qu'il y a, c'est que c'est en texte libre. C'est-à-dire que chaque essai explique ses critères. Donc, Arnaud en a parlé plus tôt, mais tous les critères d'inclusion et d'exclusion sont écrits en texte libre et sous voilà, le format de chacun. Donc, il n'y a pas de standardisation de la donnée. Donc, toutes ces plateformes, elles ont ce premier problème c'est dur de naviguer dans les essais, de faire une recherche rapide parce que la donnée n'est pas structurée. Et le deuxième problème, c'est ce que Arnaud disait, c'est la mise à jour. Donc, même si on prend le temps sur ces plateformes, sur ces registres, de regarder tous les résultats qui sortent, parce que du coup, il y a beaucoup de résultats qui sortent quand on fait une recherche, pense peut-être avoir trouvé un essai et contacté l'essai, mais en fait, il est déjà fermé depuis quelques mois parce que ça n'a pas été mis à jour. Donc, il y a ce problème de mise à jour. Il y a aussi un problème de complétude des données. Donc, de temps en temps, tous les critères ne sont pas écrits. Les centres dans lesquels les essais sont ouverts ne sont pas tous renseignés, ou alors on a juste la ville ou le pays. Et en plus de ça, les contacts des investigateurs, donc des médecins responsables de ces essais dans les centres, ne sont pas toujours écrits. Ou alors on a une adresse mail très générique, et donc ça prend beaucoup de temps aussi de contacter l'investigateur. Donc, en fait, ces contraintes et ces limitations un peu techniques font que la recherche est complexe, parce qu'on a beaucoup de résultats, elle est longue parce qu'il faut tous les déchiffrer, ces résultats. Et pour les médecins qui ont très peu de temps en fait, pour chaque patient, ils n'ont pas le temps de faire ces recherches-là pour tous les patients. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un manque d'informations pour ces médecins-là. Il y a peut-être un essai qui est ouvert dans l'hôpital d'à côté, mais ils ne sont pas au courant. Et même au sein d'un hôpital, on n'est pas toujours au courant de tous les essais qui sont ouverts. Pour les patients, ce problème-là, il est encore plus probant parce que les patients, c'est quand même des termes qui sont très techniques, c'est pas facile, donc c'est en anglais souvent les descriptions aussi. Donc, on peut très vite aussi un peu lâcher l'éponge parce qu'on se dit, on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'il faut rechercher, comment rechercher. Donc, c'est pour ça qu'avec Linéo, on a créé une plateforme qui est à la fois pour les médecins. Donc là, le but, c'est d'avoir quelque chose de très rapide, de concis, parce que bien sûr, les médecins, les oncologues savent de quoi ils parlent. Et pour les patients,
une plateforme qui est beaucoup plus didactique. Et c'est là où on l'a co-construite, la première avec le collectif des triplettes roses. Mais le but, c'est de faire la même chose pour les autres types de cancers. Donc, dans le cancer de la peau, on parle également avec des associations de patients. On fait tester la plateforme et on va faire ça pour tous les autres types de cancers également. Et donc là, le but, c'est de permettre à un patient ou un proche de patient, quelqu'un qui n'est pas expert, de remplir déjà les informations de son cancer, parce qu'on explique aussi où trouver les informations importantes, quelles sont les informations importantes, comme on a parlé, les biomarqueurs, les mutations génétiques, des termes un peu techniques comme histologie, pour caractériser son cancer un peu mieux. Et une fois qu'on facilite ce remplissage des champs, on a des résultats qui, encore une fois, sont simplifiés, vulgarisés, avec des titres notamment qui sont plus compréhensibles par des gens qui sont non experts. Et donc, on permet une recherche qui est plus simple. Et en plus d'avoir des résultats qui sont vulgarisés, le but, c'est d'avoir le moins de résultats possible parce qu'on peut filtrer vraiment que les essais qui sont pertinents pour les patients, pour ne pas faire perdre de temps à la fois aux patients, mais aussi aux médecins qui, comme on le disait en consultation, doivent avoir le temps, grâce à une solution comme Clinéo, de, en quelques minutes, trouver l'essai clinique ou les essais cliniques pertinents pour un patient et contacter derrière les investigateurs de l'essai. Parce que c'est justement un peu la différence avec les registres qu'il y a aujourd'hui, c'est que Clinéo se veut être une plateforme où on trouve un essai, mais ensuite on peut contacter directement un investigateur, c'est le médecin référent qui va contacter le patient et lui partager les informations du patient, de la patiente, pour que l'investigateur prenne connaissance de ces informations et dise si oui ou non voir ce patient en consultation d'inclusion. Concrètement, donc vous l'avez dit, hein, vous avez commencé à développer Clinéo avec le collectif des triplettes, donc pour les cancers du sein triple négatif. Et donc vous êtes en train d'élargir à d'autres localisations de cancer. Là, Oui, la plateforme, elle tout à fait. cancer. Alors, on a commencé par le triple négatif, le cancer du sein, donc c'est un sous-type de cancer du sein. Et ensuite, donc, on l'a élargi à tous les cancers du sein, donc c'est déjà disponible. Et on a, avant l'été, également élargi à tous les cancers de la peau. D'accord. Et donc, voilà. Donc, le but maintenant, c'est, avant la fin de l'année, d'avoir également tous les cancers du poumon. On a également en hématologie le lymphome sur la plateforme, et ainsi de suite, pour avoir tous les types de cancers. Et en fait, on ne lance pas tous les cancers d'un coup parce que le but, c'est voilà, vraiment de s'adresser à tous les acteurs de chaque type de cancer, les assos de patients, les médecins qui sont les KOL, donc les personnes très sachantes sur le domaine, les promoteurs d'essais cliniques également, les groupes coopérateurs, enfin vraiment, voilà, réunir tout le monde pour être sûr qu'on a bien compris tous les challenges de chaque type de cancer et pouvoir adapter surtout les interfaces, notamment l'interface patient, pour répondre aux questions de patients atteints de ces cancers-là. Ça veut dire que vous, quand vous avez connaissance d'un essai clinique, avant de l'intégrer à votre plateforme, vous contactez les gens, vous vérifiez les. C'est un vrai travail de fourmi que vous Non, êtes en. non, alors ça, en effet, c'est un peu différent. Alors, ce qu'on fait, c'est là où, justement, au tout début, on parlait d'un troisième cofondateur également qui est plutôt sur la partie data. Donc là, c'est toute la brique technologique qu'on a développée. C'est en fait, on va prendre toutes les données qu'il y a sur les bases publiques et Oui, c'est du texte libre, on disait, c'est difficile. On a des algorithmes qui viennent structurer ces données et donc permettre ensuite de revérifier quand même rapidement si toutes les données sont bonnes. Par contre, on ne peut pas inventer les données qui n'existent pas. Par exemple, les investigateurs, pour contacter un investigateur, si sur les bases publiques, malheureusement, ce n'est pas renseigné, on ne peut pas l'inventer. Par contre, pour justement fiabiliser cette base de données, on fait des partenariats avec justement les promoteurs, ceux qui lancent les essais cliniques, pour qu'eux-mêmes nous disent où est-ce qu'il est ouvert, quel est le contact dans chaque centre. Et c'est là qu'on va permettre justement cette communication directe entre les médecins et les patients d'un côté et les investigateurs de l'autre. d'accord. Donc il y a quand même un enrichissement par rapport à ce qui est disponible actuellement sur ce qui existe. Alors concrètement, du coup, imaginons je suis une patiente qui se renseigne sur les essais cliniques qu'elle pourrait potentiellement intégrer. Je vais sur votre plateforme, je rentre ce que vous disiez, les critères biomarqueurs, histologiques, etc. Et je peux avoir donc des résultats qui seront vulgarisés. Et l'idée après, c'est que le patient aille voir son médecin avec, c'est ça, hein, c'est pas le patient directement qui va aller contacter l'investigateur. C'est exactement ça. En fait, vous pouvez aller sur clineo.fr ou sur app.clineo.fr, donc app.clineo.fr. C'est un Vous site pouvez internet créer un compte. et une application mobile.
Alors, pour l'instant, c'est un site internet, mais qui est aussi accessible via le téléphone, via le navigateur. Et dans un deuxième temps, on va développer une application mobile également. Et pour l'instant, c'est une application web. Et donc, on peut aller donc, sur clinéo.fr ou sur app.clinéo.fr, créer son compte. Donc, on a plusieurs types de comptes, patient, médecin ou autre professionnel de santé. Donc, en l'occurrence, on va choisir patient. On va avoir quelques questions standards pour créer un compte. Une fois qu'on a créé un compte, on va justement remplir ces champs-là de quel organe est touché, quel biomarqueur, quel stade, est-ce que c'est métastatique ou localisé, l'adresse du patient aussi, parce qu'on veut matcher à la fois le patient sur les caractéristiques médicales, mais aussi sur la géographie. On peut essayer de trouver des essais qui ne sont pas trop loin. Et donc, une fois qu'on a rempli ça, on a accès à une liste de résultats, on la regarde, et on peut en sauvegarder, ou on peut même en partager à son médecin référent. Donc, en fait, on a un bouton où on dit « je veux partager avec mon médecin ». Et le médecin donc, reçoit une notification, et s'il a déjà un compte Clinéo, il voit que son patient a trouvé des essais, sinon il se crée un compte Clinéo. Et donc, le but, c'est voilà, d'en discuter avec son médecin référent. On ne peut pas casser ce lien qui est entre les patients et les médecins. Et une fois qu'on en a discuté, le médecin référent peut en effet contacter directement l'investigateur en complétant la fiche patient, on appelle ça donc en fait les données du patient, pour être sûr que le médecin investigateur a toutes les informations pour prendre une décision éclairée et ne pas voir le patient alors qu'en fait, au bout de 5 minutes, on va se rendre compte qu'il y a un critère d'exclusion qui ne marche pas. Et actuellement, votre plateforme, vous savez qu'il y a combien de grands centres de lutte contre le cancer ou d'hôpitaux l'utilisent? Oui, alors en fait, on est vraiment exhaustif. Donc le but, c'est de mettre vraiment tous les essais qui sont ouverts en France Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous savez combien à l'utilisation. l'utilisent, ouais, dans l'autre sens? Alors, on a en gros plus de 40 hôpitaux qui ont au moins un médecin qui a Clinéo. D'accord. Ensuite, on a, en termes de patients, on a plus de 400 patients maintenant qui ont des comptes. Ok. Et donc, on a plus de 5000 recherches aussi qui ont été effectuées donc, sur la plateforme. Donc, voilà, l'activité croît et ça va croître aussi quand on va élargir le périmètre des types de cancers qu'on traite. Donc, voilà, le but, c'est vraiment que plus ça sera utilisé par les médecins et les patients, plus il va y avoir d'inclusion et donc plus les médicaments sont disponibles pour les patients derrière. C'est le but aussi de ce type de webinaire, de faire connaître aussi à votre plateforme pour que les patients en parlent à leurs médecins et aux personnes autour d'elles. Ouais, et le but aussi, c'est quand les patients, les médecins utilisent la plateforme, hein, il y a un moyen de donner son avis, de signaler des erreurs, de demander des suggestions d'amélioration. Donc voilà, un petit message aussi, c'est voilà, si vous utilisez la plateforme, surtout n'hésitez pas à nous faire ces retours, c'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à améliorer au fur et à mesure la plateforme et on change en permanence des choses pour que ce soit de plus en plus automatisé, fluide, intuitif. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un message de ne pas hésiter à nous faire des retours. Il y a un petit bouton qui permet à chaque fois quand on est sur la plateforme de donner ses commentaires. Justement, il y a Virginie qui nous fait la remarque qu'elle est allée voir la plateforme et il y a écrit qu'actuellement, c'est disponible pour les cancers du sein triple négatif, cancer de la peau, etc. Et du coup, vous disiez tout à l'heure que c'est disponible pour tous les types de cancers du sein. Bien, c'est bien vu, en effet. Il faut qu'on mette à jour, cette phrase-là, en effet. Mais c'est bien disponible pour tous les cancers du sein. Pour ce retour. Il y a une question aussi concernant ce que vous faites de ces données qui sont des données médicales sensibles. Voilà. Est-ce qu'on peut rassurer les patients sur l'utilisation de leurs données? Oui, bien sûr. Là-dessus, c'était brique essentielle de la plateforme. Donc, on n'a pas lancé la plateforme avant d'être sûr déjà de la gestion des données de santé, qui sont des données très sensibles. Donc, on est à la fois accompagné par un cabinet d'avocats spécialisé là-dedans pour être sûr d'être bien RGPD, conforme RGPD. On a également toutes les données qui sont stockées sur des serveurs qui sont spécifiques pour les données de santé, donc ça s'appelle les serveurs HDS, hébergeurs de données de santé. On a également un délégué à la protection des données, qui s'appelle Docteur Data, qui est spécialisé dans les données de santé, qui gère justement ces questions-là, et notamment les relations avec la CNIL. Donc ça déjà, c'est sur voilà, toute la gestion des données, le stockage des données, pour être sûr que ça soit bien en sécurité. Ensuite, nous, les données des patients, ça reste des données qui sont sur la plateforme et qui sont transférées d'un patient à son médecin et ensuite d'un médecin à un autre médecin, par le secret médical. C'est jamais évidemment transféré au promoteur des essais, parce que ça, c'est interdit. Et donc, nous, le but, c'est de garder ces données-là, surtout pour arriver à à notifier les patients quand des nouveaux essais sortent. En fait. Parce que ça, on a un peu moins parlé, mais si à un instant T, on ne trouve pas d'essai, le but de la plateforme, c'est en fait de vous proposer des essais dès qu'il y en a des nouveaux qui sortent et qui paraissent pertinents pour le patient.
Donc, les données sont utilisées pour ça. Et ça, je pense que c'est important, hein, une notification. C'est vrai qu'actuellement, ce qui est frustrant, hein, c'est quand on fait une demande d'essai à un instant T dans un centre, s'il y a un essai qui ouvre 2 semaines plus tard, en fait, c'est impossible de tenir des listes d'attente extrêmement précises sur les fichiers, etc. Donc, en fait, actuellement, on passe à côté d'un essai pour le patient. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut moderniser, améliorer. Et voilà, c'est frustrant de se dire qu'il y a potentiellement des patients qui sont passés à côté d'un essai parce qu'ils ont fait une demande. Et l'autre chose aussi, c'est quand on fait une demande à un instant T, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, quand un médecin veut refaire une demande pour le même centre, il est obligé de refaire une demande depuis le début. Donc, il doit re-remplir toutes les informations. Et l'avantage de Clinéo, c'est aussi de proposer on a juste besoin de mettre à jour la fiche. Et en plus, on redemande. Donc, en fait, on veut vraiment que ce soit facilitant pour que les médecins aient le réflexe de poser les questions pour les essais cliniques. Et c'est vraiment un des moyens, à mon avis, de proposer plus d'essais cliniques aux patients, c'est que ce soit aussi simple et facile. Et dans notre vie quotidienne, on veut tous des outils simples. Les médecins, c'est pareil. Donc, on essaie de proposer ça. Il y a quand même quelques questions sur l'utilisation de la plateforme. Apparemment, on peut rentrer les caractéristiques d'une seule tumeur. Donc, j'imagine quand on a un cancer métastatique, on rentre les caractéristiques de la tumeur d'origine. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit on a un cancer métastatique, dans ce cas-là, même s'il y a des lésions ailleurs, hein, dans d'autres organes, ça reste le même cancer. Donc, il faut rentrer des informations du cancer initial, mais il faut préciser qu'on est au stade métastatique. Après, il y a des cas très précis de gens qui peuvent avoir des doubles cancers. La question de Cécile, elle pose la question de comment on fait quand on a plusieurs tumeurs avec des caractéristiques différentes, des localisations différentes. Donc, il y a des cas qui sont entre guillemets plutôt simples, dans le sens où, par exemple, on a eu un antécédent de cancer il y a plusieurs années qui est en rémission et on a un nouveau cancer. Dans ce cas-là, il faut vraiment donner le cancer le plus récent, celui qui est actif. Et si vraiment il y a 2 cancers en même temps, ce n'est pas toujours facile de rentrer dans les essais cliniques quand il y a 2 types de cancers en même temps. Donc là, je pense qu'il faut en parler avec son oncologue parce que j'ai déjà eu le cas, hein, on traite 2 cancers en même temps, mais souvent, il y en a un qui est considéré comme indolent ou qu'on ne traite pas et on traite un autre cancer. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête, et ça, c'est peut-être une précision, mais malheureusement, beaucoup de protocoles n'autorisent pas le fait d'avoir 2 cancers. Hein, pour aussi c'est une question d'analyse des résultats, comment est-ce qu'on fait pour voir si c'est la maladie qui progresse ou pas. Mais en tout cas, sachez que dans les cas simples, dans lesquels il y a vraiment un cancer ancien et un nouveau cancer, il faut mettre le nouveau cancer. Dans les cas où c'est un cancer qui est métastatique, il faut mettre le cancer, et puis ensuite, c'est vraiment le cancer initial qui compte. Et dans le cas où vraiment il y a 2 cancers en même temps, concomitants, là, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en discuter avec son oncologue, parce que c'est des cas complexes, et encore une fois, chaque cas est un peu unique. Donc, Mais c'est intéressant de soulever ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait aussi traiter, nous, dans Rose Magazine. C'est vrai que c'est des cas rares, mais qui existent. Donc, il ne faut pas laisser ces patients-là sans information. Donc, merci d'avoir soulevé cette question, Cécile. Et merci aussi, Cécile, parce que je pense qu'on pourrait aussi compléter, nous, on a une petite foire aux questions sur la plateforme, dans laquelle on répond à ces questions-là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on a des questions qui arrivent, on fait aussi une réponse. Donc, on pourra aussi faire un petit point là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant. Parfait. C'est l'intérêt aussi des webinaires qu'on organise, d'avoir un aller-retour patient-médecin. On arrive au bout de l'heure qui nous était impartie. Est-ce que vous vouliez faire un petit résumé de ce qu'il faut retenir, ou est-ce que vous voulez conclure Je pense qu'il faut faire quelques petits points, mais premier point, je pense, c'est de retenir par rapport aux essais cliniques en général, que c'est vraiment une option à tout moment du parcours des patients. Et qu'il y a vraiment un enjeu d'essayer d'être au courant, de savoir s'il y a un essai potentiel, parce que ça peut être une chance pour les patients. Sur le fait que actuellement, si vous êtes à la recherche d'un essai clinique ou si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à créer un compte pour être informé par rapport à votre type de cancer. Si vous avez un cancer du sein ou cancer de la peau pour l'instant, et comme vous disiez au début, un Rose-Up, ce n'est pas uniquement le cancer du sein, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres types de cancer, mais ça va arriver. Et après, le dernier point, c'est aussi toute la... Moi, je suis ravi qu'on puisse faire ce webinaire-là parce qu'il y a aussi tout un enjeu d'informer les patients, d'informer les médecins aussi, mais les patients aussi. Et avec Rose-Up, là, c'est vraiment merci de nous donner cette occasion-là d'avoir des contacts directs parce que ce n'est pas toujours facile de s'adresser auprès des patients. Alors, on a eu la chance d'être très soutenu par des associations comme le collectif Triplet Rose, comme mon réseau Cancer du sein. Je sais que les associations en tant que telles ont des initiatives. Le Triplet Rose, par exemple, sont en train de faire une brochure pour les cancers du sein triple négatifs
qui va permettre aussi d'informer les patients. Alors, pas uniquement sur les essais cliniques, mais c'est des brochures qui sont vraiment, à mon avis, précieux. Et moi, voilà, le point, c'est de dire que c'est grâce à ces webinaires, grâce à ces échanges, grâce aux questions que vous posez, qu'on arrive aussi à mieux informer. Et donc, voilà, moi, je remercie Rose Up vraiment à la fois de votre travail au dehors de ce webinaire, mais aussi de nous avoir invités, parce que c'est l'occasion de pouvoir toucher les personnes directement et d'avoir les réponses en direct. Et ça, je pense que c'est très précieux. C'est une des missions de l'association, en effet, d'informer les patientes pour qu'elles remontent aussi les informations auprès de leur médecin et devenir plus actrices dans leur maladie. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si Thomas voulait ajouter quelque chose. Je suis tout à fait aligné avec Arnaud, merci beaucoup. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous faire des retours sur la plateforme. Le but, c'est qu'elle soit utilisée. Et donc, voilà, comme la question de Cécile, par exemple, tous les retours sont bons à prendre, donc n'hésitez pas. Merci encore à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à vous.